Donc, merci encore, et je vais essayer de vous parler, d'autres le feront très bien aussi après moi, de ce qu'on m'a demandé de parler de la pauvreté énergétique. Alors, j'ai d'abord une grande réaction quand on me parle de pauvreté énergétique, que je dirais que pour simplifier, c'est peut-être un peu ras des pâquerettes, comme on dit, que quand on est pauvre partout. Ça me rappelle toujours une anecdote, j'étais à Dakar et il y avait une manifestation c'était il y a quelques années, c'était au moment de la crise, il y avait une manifestation contre l'augmentation du prix de la nourriture et il y avait une femme qui disait mais moi j'ai pas pu aller à la manifestation contre l'augmentation du prix de la nourriture parce que tout simplement j'ai pas pu payer le ticket de bus dont j'avais besoin pour aller à la manifestation. Donc quand on est pauvre en général, on est pauvre pour tout et les 1 dollar dont parlait donc tout à l'heure Henri jouent dans tous les sens. Alors la pauvreté énergétique en Afrique, c'est évidemment un problème important. Je vais peut-être vous dresser rapidement un panorama de l'énergie en Afrique. L'énergie en Afrique, c'est en fait, et je vais me limiter, je vais être clair dès le départ, l'Afrique pour moi, c'est 3 zones, c'est évident. Il y a la République d'Afrique du Sud, 50 millions d'habitants, c'est-à-dire 5% de la population africaine, mais qui représente 30 à 40% de la richesse et de la consommation d'énergie. C'est une région où l'énergie est assez abondante, où l'énergie, c'est du charbon essentiellement, il y a un petit peu de gaz maintenant, ce qui n'empêche pas les problèmes de pauvreté énergétique, parce qu'une bonne partie de la population est pauvre et a donc des difficultés effectivement de s'approvisionner. Je fais très court, puisque le temps est limité. Ensuite, il y a l'Afrique du Nord, bien sûr, du Maroc jusqu'à l'Égypte, où là, la situation est assez différente. Il y avait un bon développement de la fourniture d'énergie. Je ne veux pas être trop optimiste, et ma collègue continuera derrière. C'est une situation un peu tout à fait différente, à mon avis. Et il reste donc les presque 50 pays de l'Afrique subsaharienne, de la Mauritanie au Soudan, et de la Namibie, donc au Mozambique, où là, la situation est extrêmement différente. C'est une région où, je le répète souvent, en moyenne, et ça vous donne déjà une comparaison, je m'amuse souvent à faire la comparaison entre la richesse d'un Américain moyen, voire d'un Européen moyen, et la richesse d'un habitant en Afrique subsaharienne, sauf exception. Le rapport de richesse de PNB, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, c'est une indication, c'est 40. Eh bien, en général, un Africain va consommer 40 fois moins d'énergie, du moins quand on parle donc de l'énergie dite commerciale, du pétrole, du gaz. L'Afrique également donc est un continent qui est relativement riche en énergie. On dit relativement riche, mais je suis, et c'était un spécialiste, Paul Collier, qui le faisait remarquer, ça m'avait beaucoup impressionné, quand on fait un ratio entre les quantités de matières premières, par exemple, qui existent en Afrique et la surface ou la taille du continent ou sa population, ça n'a rien de très exceptionnel. Ce qui fait qu'on considère souvent l'Afrique comme un continent extrêmement riche, c'est le fait qu'il y a effectivement une production assez abondante, les réserves de pétrole, les réserves de gaz, les réserves de charbon, c'est en gros de l'ordre de grandeur de la production, c'est pareil, de l'ordre de 10% de la production mondiale. On n'est pas au Moyen-Orient, on n'est pas aux États-Unis. C'est une production importante, mais ce qu'il y a, c'est que si l'Afrique donc dispose d'environ 10% de ses richesses, elle en consomme à peu près 3%, vu les très faibles niveaux dont j'ai parlé. Donc là, il y a vraiment un problème fondamental. Le problème, c'est plus la très faible consommation. Ah oui, j'ai un appareil qui va me permettre de passer les slides. Il s'agit de le prendre dans le bon sens. J'ai pas gagné, là encore. Si, c'est bon, c'est bon. Voilà. Donc, c'est résumé sur ce tableau. Donc, je répète bien, il y a déjà donc en Afrique, et elle intéresse beaucoup de gens à cause de son pétrole et de son gaz, mais ce sont des énergies qui sont hors Afrique, je dirais, si je peux me permettre cette expression, dans la mesure où aussi bien sa production n'implique pas tellement la population, et quant à, par exemple, la consommation de gaz, elle reste tout à fait limitée. Par contre, il y a une chose que vous savez, évidemment, c'est le fait que, comme la population souvent n'a que peu d'accès à ce qu'on pourrait appeler une énergie commerciale, elle va évidemment utiliser beaucoup de ce qu'on appelle traditionnellement le bois de feu. Donc c'est du bois sous forme charbon de bois. Et ça peut représenter dans certains pays qui sont un peu enclavés jusqu'à 80% de la consommation d'énergie pour certains pays. C'est pas grave, ça va venir, voilà. Alors, je vais venir maintenant, ayant parlé du pétrole, l'ayant évacué assez rapidement, je vais parler plutôt donc des deux problèmes qui se posent peut-être surtout en Afrique. C'est le problème d'une part de l'électricité, et malheureusement quand vous faites le tour de la plupart des pays africains, vous verrez que dans beaucoup d'entre eux, il y a des problèmes d'électricité, et des problèmes donc également d'accès à ce qu'on a appelé maintenant les combustibles de cuisson propres.
Il y a donc un programme, je vais commencer par là, un programme que vous connaissez sans doute qui s'appelle, s'il faut le prononcer à l'anglaise pour comprendre, c'est SE for All, ça veut dire Sustainable Energy for All. C'est un programme assez ambitieux qui a été lancé par les Nations Unies il y a quelques jours, il y a quelques années, et qui vise à permettre aux populations qui en sont dépourvues d'accéder d'une part à l'électricité et d'autre part donc à ce que je disais, des combustibles de cuisson propres. Je rappelle en deux mots que la consommation de bois est assez désastreuse, non seulement parce qu'elle contribue évidemment à la déforestation du continent qui n'en a pas besoin, mais parce que l'utilisation de ce bois dans les conditions actuelles est très très dangereuse d'un point de vue santé. Les gens donc qui sont dans la maison inhalent les fumées qui viennent du bois. Je ne veux pas vous décourager si vous avez une cheminée chez vous, mais les gens donc inhalent cette fumée et il y a plus de morts, donc c'est un sujet qui est connu, plus de morts par maladie respiratoire en Afrique que du fait du paludisme. Donc c'est indiqué tout à fait ici. Là, c'est pas Skype qui rend l'exposé, mais c'est plus l'appareil. Je dois moins l'utiliser. C'est peut-être plus là-bas qu'il faut... Ah, c'est possible. Ah, ça vient. Alors, ça, c'est quelque chose. On va parler d'électricité. L'électricité, la situation, c'est un peu celle qui est là. Vous connaissez peut-être ce graphique, qui est un graphique qui est publié par l'Agence internationale de l'énergie, qui est une agence assez intéressante puisqu'elle regroupe les pays riches et elle s'intéresse pas mal à la pauvreté énergétique dans les pays donc qui sont moins bien pourvus. En résumé, l'électricité actuellement, il y a encore plus d'1 milliard largement sur donc 7 milliards d'individus. 1 milliard à 1,5 milliard d'individus en sont encore dépourvus, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout d'accès, sachant que l'accès, ça peut être dans certains cas un accès extrêmement ponctuel de quelques heures, mais là c'est donc un manque total d'électricité. Et sur le milliard d'individus et quelques dont on parle, il y en a la moitié à peu près qui est en Afrique. Ce qui est intéressant sur ce graphique, on le voit, intéressant si l'on peut dire, c'est que si on extrapole la situation, je crois que c'est à 2030, si je lis bien, en fait, on s'aperçoit que globalement, la situation va un peu s'améliorer. Par contre, en Afrique, elle ne s'améliore pas, puisqu'il y aura peut-être plus de gens qui seront dépourvus d'électricité en 2030 que maintenant. Ça tient évidemment beaucoup au fait que la population africaine va passer de 1 milliard d'habitants à 2 milliards d'habitants d'ici 2050. Donc là, on est en période intermédiaire et on voit que les efforts à faire sont importants. Alors, l'électricité en Afrique subsaharienne, c'est quelque chose qui me frappe toujours beaucoup. Pourquoi est-ce que c'est aussi mauvais comme situation ? Pour une raison qui est relativement simple. L'électricité africaine est la plus chère au monde. Pourquoi est-ce qu'elle est chère ? C'est parce que dans des marchés qui sont petits, qui sont de l'ordre, pour ceux qui connaissent un peu le secteur de l'électricité, la France dispose de à peu près 100 gigawatts de capacité. On a des marchés qui, en Afrique, sont souvent des marchés de 1 ou 2 gigawatts. Dans ces conditions-là, vous ne faites pas de centrales nucléaires, vous ne faites même pas des centrales au gaz importantes, vous ne faites pas des centrales au charbon importantes. Vous faites quoi ? Vous utilisez du pétrole. Parce que le pétrole a un gros avantage, il est liquide, il est facile à transporter, facile à utiliser. Donc très souvent, l'électricité est faite à partir, je vais revenir sur l'hydraulique tout à l'heure, est faite à partir donc de centrales qui utilisent du fuel ou du gazole. Je ne vais pas rentrer dans les chiffres, mais ça va vous coûter tout de suite 4 ou 5 fois plus cher que toute autre source normale d'électricité qu'on va utiliser dans nos pays. Et on essaie de vendre cette électricité extrêmement chère à une population, on l'a dit tout à l'heure, qui dispose de 1 ou 2 dollars par jour. Ça ne marche pas. Le système se bloque en permanence. Je connais bien le cas du Sénégal en particulier. Bon, les choses vont mieux, je m'empresse de le dire, mais on a quand même une électricité faite à partir de produits pétroliers. Donc, périodiquement, la société électrique a des problèmes pour payer, et à ce moment-là, c'est tout le système en amont qui se bloque. Donc, voilà un petit peu la raison. Quelles sont les possibilités ? Je pense que ma collègue y viendra tout à l'heure. Il n'y a pas de miracle. Actuellement, il y a quand même des progrès importants qui sont faits. Les progrès vont passer sans doute par le développement des réseaux, peut-être aussi par davantage d'électricité solaire dans quelques endroits, je reste très prudent là-dessus. Petite remarque sur l'hydraulique, il y a un potentiel énorme hydraulique en Afrique, au moins en Afrique centrale en particulier. Je t'appelle Afrique centrale la région du Congo, avec le barrage d'Inga, le barrage potentiel d'Inga, qui pourrait faire 2 fois le barrage des Trois Gorges. Le problème, c'est que les investissements sont très lourds, et d'autre part, j'ai cru comprendre, c'est peut-être un sujet de discussion dans la salle à venir, c'est qu'il y a beaucoup d'ONG qui commencent à s'opposer au financement de ces barrages, en particulier par la Banque mondiale, ce qui, je ne sais pas si la BEI d'ailleurs est concernée par cela, ce qui pose quand même un certain nombre de problèmes. J'avance un petit peu, donc j'ai parlé pas mal d'électricité. Je vais essayer de passer donc au combustible
Voilà, tout ce que j'ai dit est rassemblé sur ce slide. Donc, et maintenant, voilà, on va passer au problème donc, des combustibles traditionnels. Vous avez ici donc un graphique qui est un petit peu sinistre, mais qui vous montre les morts pour différentes raisons, en particulier en Afrique. Donc, vous avez donc la malaria, vous avez la tuberculose, vous avez les fumées donc de l'utilisation du bois pour la cuisson, et vous avez le sida. Et on voit bien que actuellement, le principal problème, c'est celui-là. Pour mémoire, je dis que dans certains pays africains, on utilise des combustibles pétroliers, et dans ce cas-là, je dois dire que leur utilisation est mauvaise et provoque presque autant de dégâts que, même peut-être plus que l'utilisation de la biomasse. Alors, quelles sont les solutions pour les combustibles de cuisson? Ce n'est pas du tout évident. Alors, on parle beaucoup, je vais terminer par un slide. Pardon, là, du coup, ça a avancé un peu trop vite. On parle beaucoup des foyers améliorés, c'est quelque chose dont j'entends parler depuis très longtemps et ça semble une idée de bon sens. Un, c'est pas très cher en général, et deux, ça vous permet de réduire d'un facteur 3 ou 4 vos consommations de bois, puisque l'utilisation traditionnelle, 3 pierres et un récipient dessus, vous perdez 80% de l'énergie environ, alors qu'avec un foyer amélioré, on peut améliorer les rendements. Malheureusement, c'est quelque chose qui se fait de manière ponctuelle, il y a des modèles qui sont faits un peu partout, ça ne se généralise pas, ce qui est un petit peu dommage. Bon, les raisons, je ne les connais pas totales, peut-être qu'on pourra en discuter tout à l'heure. Je passe au troisième point qui est le biogaz. C'est quelque chose dont on parle beaucoup. Je crois qu'il y avait une présentation qui était peut-être prévue sur le biogaz. Ça me paraît effectivement intéressant. Donc c'est la fabrication de gaz qui est très facilement brûlé à partir de résidus. Et enfin, décidément, là, on veut accélérer mon propos. Il y a ce que j'appelle les GPL, tout simplement le butane, qui est un moyen tout à fait bon. Le Maroc, par exemple, est un bon exemple. C'est un pays qui consomme beaucoup de butane. Je ne dis pas que c'est une finalité en soi de consommer du butane, mais c'est un combustible qui est facile d'utilisation, facile de transport. Malheureusement, il est cher. Donc là, il y a des politiques à mettre en œuvre, mais c'est quand même quelque chose qui permet à la fois de réduire la déforestation et de réduire les maladies pulmonaires. Ici, donc, on voit les investissements nécessaires. Alors là, vous avez plein de chiffres, je ne vais pas trop y insister, mais le programme, donc le fameux programme Sustainable Energy for All est un programme qui est tout à fait ambitieux, qui est intéressant, qui coûte relativement cher, mais si on fait des calculs, on s'aperçoit que c'est acceptable. Ceci dit, ça reste quand même un certain nombre de milliards de dollars, et donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. Là, du coup, on est bloqué de nouveau. Je crois que vous avez dit à peu près l'essentiel, c'était un petit peu ma vision des choses, donc sur les problèmes de pauvreté énergétique. Alors, je pense que c'est pas une fatalité, et je garde en mémoire comme note d'optimisme le fait que, je prends en particulier l'électricité, certains pays sont passés très vite de taux d'électrification très 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 bas à des taux d'électrification de l'ordre de 80-90% de la population en d'une période de temps qui est peut-être de 20 ans ou quelque chose comme ça. Je pense que le Maroc fait partie de ces cas-là, donc la Chine a fait partie de cela, donc il n'y a pas de fatalité, je le dis, il y a certainement une volonté politique, et je rappelle un dernier point, c'est peut-être un peu ma petite conclusion, un tout petit peu économico-politique, que le développement de l'électricité dans nos pays ne s'est pas fait par des politiques de privatisation, d'individualisation de la consommation, c'est fait par une intervention massive de l'État et des collectivités publiques. Et je crois qu'il n'y a pas de mystère, on arrivera vraiment à développer, à faire de l'électricité pour tous, et surtout de l'électricité pour tous, que par des interventions quand même assez fortes des pouvoirs publics et éventuellement des organismes de soutien. Voilà, merci beaucoup.